Dès que j'ai rencontré ma fiancée, Monica, j'ai été immédiatement captivé. Je n'avais jamais ressenti un tel amour auparavant, mais j'étais certaine qu'elle était celle avec qui je voulais passer ma vie dès le moment où nous nous sommes rencontrés. Étonnamment, elle semblait partager les mêmes sentiments et nous discutions déjà de vivre ensemble et de fonder une famille dès notre première semaine ensemble. Tout semblait se dérouler rapidement. Le temps précédant notre grand jour était exaltant pour moi, mais avec du recul, cela n'a peut-être pas été le cas pour Monica. Un jour, j'ai aperçu un message sur le téléphone de ma fiancée qui m'a stoppé net. Je n'arrivais pas à me débarrasser de ce sentiment, alors cette nuit-là, pendant qu'elle dormait, je me suis levé et j'ai fouillé dans son téléphone. Je suis plutôt doué en technologie et je gagne même ma vie grâce à certaines des applications mobiles que j'ai créées. Bien que je ne sois pas extrêmement riche, je suis financièrement assez stable pour prendre un an sabbatique sans conséquences à long terme. Quoi qu'il en soit, je n'ai rien trouvé de concluant, mais j'ai découvert de nombreuses choses suspectes telles que des messages supprimés et un contact Snapchat avec beaucoup d'interactions. Il y avait même des photos d'un homme que je ne reconnaissais pas, alors j'ai décidé d'installer un logiciel espion sur son téléphone. J'ai effectué une rapide recherche sur Google et choisi le service le plus cher disponible, qui me permettait même d'accéder à distance à l'appareil photo et au microphone. Le lendemain, Monica devait partir pour un voyage d'affaires de 5 jours. Étant donné son travail dans la vente, il n'était pas particulièrement inhabituel qu'elle soit absente pendant de longues périodes. Dès qu'elle a franchi la porte, des messages entre elle et l'autre homme ont commencé à affluer. J'étais complètement bouleversé et j'ai fini par vomir plusieurs fois parce que je ne pouvais pas croire ce que je lisais. Pendant un certain temps, j'ai refusé d'accepter la vérité et je suis devenu obsédé par la recherche de plus d'informations. J'ai fouillé partout où j'ai pu et découvert que leur liaison avait commencé plus de 2 mois avant même que je ne lui fasse ma demande en mariage. Pour aggraver les choses, son amant était un homme marié de 10 ans, son aîné, et avait 3 enfants. Sa femme était même enceinte de 7 mois à l'époque. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été lorsque je les ai surpris dans une chambre d'hôtel ensemble. Ils se déclaraient leur amour, dénigraient ma personne et sa femme, et discutaient même de s'enfuir et de fonder une nouvelle famille. Cela m'a complètement anéanti. J'étais perdu et je n'avais pas le courage de l'appeler et de la confronter à ce sujet. En fin de compte, je me suis tourné vers mon meilleur ami d'enfance, André. André et moi avons été inséparables, ce qui est assez étrange étant donné que je suis un nerd maladroit et aversif au conflit tandis qu'André est extrêmement populaire et intrépide. Il n'est pas particulièrement grand ou musclé, mais il est solide comme un roc. Tout le monde adore André. En fait, quelqu'un lui a organisé une fête surprise au lycée et 250 personnes sont venues. Pendant ce temps, je peux probablement compter mes amis sur une main, et même alors, la plupart ne sont que des connaissances. J'ai tout confié à André à propos de tout ce qui s'était passé avec ma fiancée. Je lui ai montré les messages et les emails que j'avais découverts, et il est resté silencieux pendant un long moment. Finalement, il m'a dit qu'il ne pouvait pas me donner de conseils précis car c'était quelque chose que je devais gérer seul. Je devais gérer la situation de la manière qui me semblait juste. Mais ensuite, il m'a rappelé une fille qu'il avait trompée par le passé. André déchaîna sa fureur sur elle, l'exposant à leur famille et à leurs amis et coupant tout contact. Malgré la suggestion d'André, je suis resté incertain quant à ma démarche, mais c'était le seul plan que j'avais, alors je lui ai informé que c'était mon intention concernant Monica. Dans les jours qui ont suivi, nous avons rassemblé tous les effets personnels de Monica, les avons transportés dans une unité de stockage, avons changé les serrures de mon appartement et nous sommes préparés à aller la chercher à l'aéroport. Heureusement, André conduisait car mes mains tremblaient tellement violemment que j'ai dû m'asseoir dessus pour le cacher. Monica est montée dans la voiture, semblant joyeuse et riant, mais a immédiatement senti que quelque chose n'allait pas avec moi. Je lui ai simplement informé que je ne me sentais pas bien. André a souri et lui a dit que j'avais une surprise excitante prévue pour elle chez ses parents. Je suis resté silencieux tout au long du voyage. J'ai tenté de cacher mon visage et de feindre un sourire du mieux que je pouvais. Le reste de la journée semblait passer au ralenti depuis que Monica est montée dans la voiture. J'avais déjà parlé à ses parents la veille et leur avais informé que nous venions avec une annonce surprise. À notre arrivée, il y a eu des étreintes et des sourires, et à ce moment-là,
j'ai failli reculer. J'adore ses parents, ils ont toujours été si aimables avec moi, me faisant me sentir le bienvenu. Bientôt, Monica était assise sur le canapé entre ses parents. À un moment donné, quelqu'un a demandé quelle était la grande surprise, et André m'a encouragé à continuer. J'ai commencé par exprimer ma gratitude envers les parents de Monica et combien j'étais reconnaissant qu'ils m'aient accueilli dans leur famille avec autant de chaleur. Cependant, j'ai commencé à m'étouffer. J'avais préparé un discours entier, élégant et bien composé. Néanmoins, j'ai complètement oublié mes mots, alors j'ai simplement craché la vérité. Monica m'a été infidèle avec un collègue qui a des enfants et dont la femme est enceinte de 7 mois. Les fiançailles sont annulées, le mariage est annulé et notre relation est terminée. Monica, tes affaires sont dans une unité de stockage. Sans dire un mot de plus, j'ai laissé tomber la clé de l'unité de stockage par terre et déclaré que c'était notre adieu final. Puis je suis parti de la pièce pendant que tout le monde restait assis là, dans un silence stupéfait. En partant, j'ai entendu André informer la famille de Monica que j'avais besoin de temps pour guérir et demander qu'ils évitent de me contacter sauf en cas de nécessité absolue. Une fois dans la voiture, André a proposé que je poste quelque chose sur le groupe Facebook que nous avions créé pour planifier le mariage. C'était un groupe qui incluait toute ma famille, toute sa famille et tous nos amis, alors j'ai posté un bref message presque identique à ce que j'avais dit à ses parents, puis j'ai quitté le groupe. André n'arrêtait pas de dire à quel point il était fier de moi et comment un jour je regarderais en arrière sur ce moment et serais content de m'être affirmé. Mais pour être honnête, j'étais simplement abasourdi. Rien de tout cela ne semblait bon ou réel. Notre prochain arrêt prévu était d'aller chez la femme du collègue. Lorsqu'elle a ouvert la porte, j'ai tout craché sans même me présenter. Je pense même qu'elle m'a giflé à un moment donné. En lui remettant une clé USB avec toutes les preuves, son mari est apparu de derrière le coin. Sa femme s'est immédiatement mise à lui crier dessus, lui disant de partir et de ne pas s'approcher d'elle. Il a essayé de faire des excuses, mais dès qu'il a fait un pas en avant, André était juste devant lui en lui disant « Tu as entendu la dame, dégage ». Après quelques disputes de plus, il a fini par faire ses bagages et partir. André s'attardait, engageant la conversation avec la femme, pendant que je luttais avec les événements tumultueux de ma vie. Finalement, la femme nous a invités à entrer et André a appelé sa mère. Nous sommes restés là pour la nuit, attendant que le père de Monica vienne la chercher le lendemain matin, car elle craignait d'être seule au cas où son mari reviendrait. Je me sentais totalement invisible à l'intérieur de la maison. Personne ne reconnaissait ma présence. Je restais silencieux, versant des larmes en solitude. Bien que je reconnusse que Monica faisait face à une situation plus désespérée, étant mariée avec des enfants, cela me peinait profondément que personne ne reconnaisse ma détresse. Alors que tout le monde succombait au sommeil, je restais éveillé, pleurant. C'est alors que j'ai décidé de mettre fin à ma vie. J'ai cherché des pilules, mais n'en trouvant pas, j'ai saisi un long objet, ayant l'intention de le planter dans mon cœur. Serrant l'outil avec mes 2 mains contre ma poitrine, j'ai pris une profonde inspiration, et il a glissé sous ma cage thoracique, pénétrant d'environ 1 centimètre. Je ne peux pas me rappeler combien de temps je suis resté là, mais finalement, j'ai laissé l'outil sur la table et je suis retourné à ma place, où j'ai passé le reste de la nuit en larmes. J'ai eu du mal à comprendre les événements qui se déroulaient autour de moi. À 5h30 du matin, le père de Monica est arrivé, et je l'ai accueilli à la porte. Malgré mon apparence négligée, il est resté remarquablement calme et a demandé de mes nouvelles. J'ai marmonné des mots incompréhensibles, et il est entré pour retrouver sa fille, pendant que je tenais la porte. Peu de temps après, André est venu me parler, mais je l'ai simplement regardé un moment avant de perdre connaissance. La prochaine chose dont je me souviens, c'est que je me suis réveillé à l'hôpital. 3 mois se sont écoulés depuis lors, et André est resté à mes côtés pendant les premières semaines après mon retour à la maison, craignant que je ne tente à nouveau de me faire du mal. Je n'ai pas communiqué avec mon ex-fiancé depuis. J'ai changé de numéro de téléphone, bloqué son adresse e-mail et rompu tous les liens sur les réseaux sociaux. Malgré ses nombreuses visites, au cours desquelles elle implore le pardon et exprime des remords, je n'ai pas répondu. Elle prétend avoir mis fin à l'affaire et que la femme de la paix demande le divorce.
Elle a également mentionné avoir perdu son emploi à cause de la femme de la paix qui les a signalés aux ressources humaines. Chaque fois qu'elle vient à ma porte, je reste à l'intérieur et l'écoute en versant des larmes. J'ai l'impression de me faire du mal et je n'ai pas encore répondu à ses avances. Elle a même mentionné avoir remarqué la porte bouger quand je m'appuie contre elle, indiquant qu'elle sait que je suis là. Malgré mon amour durable pour elle, je n'ai pas trouvé de guérison. Mon cœur et mon âme sont trop meurtris. Je suis consumé par la colère, la haine et la honte, et je sais que revenir vers elle anéantirait le peu d'estime de soi et de respect de soi qu'il me reste. Confronter ses parents et informer la femme de la paix ne m'a pas apporté de réconfort. Si quoi que ce soit, je regrette de ne pas être simplement parti. Les gens me assurent qu'à la longue, je deviendrai insensible ou indifférent, et j'espère que ce jour arrivera bientôt, car chaque jour actuellement ressemble à un cauchemar. J'ai envisagé de contacter ses parents pour les supplier de la dissuader de se présenter à ma porte. Franchement, je suis indifférent à ses motivations ou désirs. Je comprends maintenant que l'individu que je percevais et sa véritable nature sont totalement distincts. Tout ce que je désire maintenant, c'est qu'elle disparaisse de ma vie pour que je puisse avancer. Peut-être pourrais-je même acquérir un compagnon félin pour me réconforter, mais avant de pouvoir parler à ses parents, son père m'a pris par surprise en arrivant à ma porte avec un pack de 6 de ma bière préférée. Il a demandé si nous pouvions avoir une discussion, et j'ai accepté, proposant que nous parlions en marchant plutôt que d'entrer. J'étais réticent à le laisser entrer car mon appartement était en désordre, et je craignais qu'elle n'apparaisse soudainement à la porte. De plus, j'étais incertain de la tournure que la conversation pourrait prendre, et je ne voulais pas devoir lui demander de partir. Je ne suis pas doué pour les confrontations. Comme vous le savez, il a ouvert 2 bouteilles de bière et a entamé la conversation. Tout d'abord, il s'est excusé au nom de sa fille, puis il a révélé que sa femme et sa fille le poussaient à me parler pour me persuader de parler à sa fille. Il a ensuite exprimé qu'il n'avait aucune intention de le faire, mais soutenait plutôt mes décisions et actions. Il a décrit sa fille comme gâtée et égoïste, exprimant son espoir qu'elle fasse face aux conséquences de ses actes et devienne une meilleure personne à l'avenir. Soudain, il est devenu étrange et a commencé à poser de nombreuses questions suggestives sur mon bien-être. Il était évident qu'il espérait entendre que j'étais en grande détresse, presque comme s'il prenait plaisir à me voir souffrir. Son comportement m'a perturbé, alors j'ai inventé un mensonge et je suis parti. Mais maintenant, j'avance. Grâce à l'encouragement d'étrangers, c'est toujours bouleversant et ma confiance a été ébranlée, mais je suis prêt à laisser tout cela derrière moi. En fait, je commence à croire que j'ai peut-être évité de justesse un désastre non seulement avec mon ex, mais aussi avec sa famille. Quel genre de père prend plaisir à la souffrance de son enfant? Après avoir reçu des commentaires sur ma publication précédente, j'ai réalisé que j'avais peut-être mal interprété les intentions de son père. Je l'ai toujours tenu en haute estime, et il a été gentil avec moi. Par conséquent, j'ai décidé de l'appeler et de discuter avec lui. Il s'avère que vous aviez raison concernant ces questions suggestives. Il espérait qu'il y avait une possibilité pour moi de me réconcilier avec sa fille car il croyait que j'étais bon pour elle, même s'il reconnaissait qu'elle ne me méritait pas. Cela a momentanément renforcé ma confiance en moi, sachant qu'il reconnaissait ma valeur. Quant à son sourire lorsqu'il parlait de la souffrance de sa fille, c'était en réalité le résultat d'un désaccord de longue date avec sa femme concernant son style éducatif. Il l'avait toujours averti qu'indulger leur fille et ne pas imposer de discipline entraînerait de graves conséquences à l'avenir. Son plus grand regret était d'avoir laissé sa femme l'emporter sur cette question. Il arborait un large sourire, attendant avec impatience le moment où il pourrait prouver qu'il avait raison à sa femme. Lorsque j'ai demandé s'il y avait des problèmes entre nous, il a plaisanté en disant qu'il devrait peut-être demander le divorce. Apparemment, après avoir confronté sa femme et sa fille à mon sujet, les choses ne se sont pas bien passées. Il a refusé de céder dans le conflit de longue date cette fois-ci. André, comme toujours, a été un pilier de soutien, fournissant un encouragement inébranlable. Maintenant que je me suis libéré de la relation toxique, je réalise à quel point ses évaluations étaient précises. Me défendre, un événement rare, m'a laissé une sensation de pouvoir. Je le referai volontiers si nécessaire. Mon ex est réapparu à ma porte une fois de plus, et pour la première fois,
j'ai choisi d'engager une conversation avec elle. Elle a plaidé pour être autorisée à entrer pour une discussion, mais j'étais peu disposé à accepter ces conditions. Si une conversation devait avoir lieu, ce serait selon mes conditions. J'ai proposé de nous rencontrer dans un parc à proximité dans 30 minutes. Je ne voulais pas qu'elle entre dans mon appartement en désordre, et comme certains d'entre vous l'ont noté, je ne voulais pas être seul avec elle au cas où elle ferait des accusations. Étrangement, je ne ressentais aucune nervosité. En fait, je me sentais étrangement sûr de moi. En arrivant au parc, je l'ai trouvée déjà là, en larmes. Nous avons engagé une conversation superficielle, mais elle n'avait aucune importance. Lorsqu'elle a sondé au sujet de la discussion avec son père, je lui ai dit que c'était privé et que cela ne la concernait pas. M'ennuyant, j'ai demandé quel était le but de notre rencontre. Alors qu'elle déblatérait sur ses remords, son amour pour moi et le caractère erroné de tout cela, je ne pouvais m'empêcher de ressentir un sentiment de détachement. Ses paroles semblaient lointaines, noyées par la réalisation que ses actions avaient irrémédiablement endommagé notre relation. Malgré ses supplications pour une réconciliation et ses promesses de réparation, je savais au fond de moi qu'elles étaient des paroles creuses. Malgré la douleur, la colère et le ressentiment que j'entretenais, je me suis retrouvé à exprimer le pardon. Je ne voulais plus porter le fardeau de ces émotions négatives, mais le pardon n'équivaut pas toujours à oublier ou à se réconcilier. Lorsqu'elle a abordé le sujet de raviver notre relation, j'ai rapidement rejeté l'idée. Il m'était évident que quelqu'un qui professait de l'amour pour moi ne pouvait jamais m'avoir traité comme elle l'avait fait. Ces paroles sont tombées dans l'oreille d'un sourd alors que je réitérais que ses actions avaient clairement révélé sa vraie nature. Les personnes bienveillantes n'infligent pas une telle souffrance à ceux qu'elles prétendent aimer. Je ne pouvais plus lui faire confiance. Elle avait révélé sa vraie nature, et elle n'était pas admirable. Le cœur lourd, je lui ai fait part de mon désir de vivre avec quelqu'un qui me chérissait et m'aimait, quelqu'un sur qui je pouvais compter, quelqu'un qui ne trahirait pas mon amour et ma confiance comme elle l'avait fait. Elle n'était plus une candidate viable pour ce rôle dans ma vie, malgré ses supplications. Elle sanglotait de manière incontrôlable, ses cris perçant le silence autour de nous. Je l'ai observée avec un sentiment de détachement inhabituel qui m'a troublé. Je ne me souvenais pas avoir déjà ressenti une telle distance avec quelqu'un auparavant. J'ai décidé d'appeler son père pour qu'il vienne la chercher, car je savais que je ne pouvais pas la gérer dans cet état. Je lui ai conseillé de chercher une thérapie et de travailler sur elle-même, car il était évident que quelque chose en elle était brisé. Malgré mes tentatives pour lui offrir des mots d'encouragement, elle semblait désintéressée à les entendre. Lorsque son père est arrivé, je lui ai expliqué la situation et lui ai souhaité bonne chance. Dès leur départ, j'ai appelé un Uber et je me suis dirigé vers le refuge pour animaux local. À cet endroit, j'ai accueilli un jeune chat dans ma vie et lui ai donné le nom de Shiny, m'inspirant de mon nouveau courage à m'affirmer. André a plaisanté sur l'éclat de mon affirmation retrouvée, et ainsi le nom de Shiny a perduré. Je trouve du contentement dans le fait d'avoir choisi le chemin honorable, en lui parlant franchement sans élever la voix ni recourir aux insultes. Je savoure la compagnie délicieuse de mon chaton, trouvant une grande joie en sa présence, et plus tard, André prévoit de venir pour boire un verre et jouer à des jeux vidéo. Je suis rempli de tristesse pour mon ancienne partenaire, et je ressens de l'empathie pour elle. Bien que je regretterais les souvenirs agréables, je suis aussi reconnaissant que cela se soit terminé.